Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'Université de Perpignan. Bienvenue, bien sûr, à nos étudiants, à nos personnels, mais aussi aux citoyens qui ont souhaité donc suivre les débats que nous organisons. Donc, je serai assez bref pour mon introduction. Simplement indiquer que comme nous nous étions engagés en septembre 2013, nous organisons pour la première fois, depuis mardi dernier, vous l'avez certainement suivi, des débats avec chacun des candidats au municipal de Perpignan sur le campus, afin de connaître ses intentions sur la place, sur le soutien, sur l'accompagnement qu'il envisage d'apporter à l'université et à ses activités, à ses étudiants et à ses partenaires, s'il est élu, bien sûr. J'ai eu l'occasion, comme vous certainement, de suivre les premiers débats, notamment ceux de la semaine dernière, qui ont tourné autour des questions de sécurité, de transport, de propreté, certainement, bientôt, des éléments indispensables, certes, à une vie en collectivité, mais selon nous, nos quelques 10 000 étudiants doivent pouvoir évoluer dans une ville universitaire. Perpignan doit être consciente de l'atout dont elle dispose ici. Et notre ville et ses habitants doivent plus que jamais être fiers de leur université en la valorisant et en se l'appropriant. Alors, outre le fait que l'UPVD, puisque parle souvent ainsi, l'Université de Perpignan via Domitia, l'UPVD représente un des principaux employeurs du département, avec 900 salariés et plus de 70 millions d'euros de budget, notre université est aussi un formidable lieu, oui, j'allais dire chiffre d'affaires, oui, est un formidable lieu donc de formation initiale et continue pour l'ensemble des salariés. Un formidable outil d'insertion professionnelle des étudiants, et les indicateurs nationaux en la matière nous placent plutôt en bonne position, malgré le contexte et l'environnement peu favorables à l'emploi. Un formidable outil d'innovation par la recherche et par la création d'activités économiques, d'activités sociales et d'activités culturelles, via notamment les initiatives étudiantes d'entrepreneuriat et l'aide à la création d'entreprises innovantes. On aura l'occasion, chers amis, chers modérateurs, d'y revenir. Depuis 2 ans, grâce notamment à des outils tels que la fondation de l'université, nous accentuons la politique d'ouverture de l'université de Perpignan à son écosystème direct. Il est temps, chers amis, de pouvoir compter sur une reconnaissance accrue et un soutien massif des collectivités, au premier rang desquelles on retrouve la ville de Perpignan et son agglomération. En cette période où les grandes villes de France et leurs universités soutiennent, ces grandes villes soutiennent leur université, son essor. Une ville comme Perpignan et ses quelques 120 000 habitants doit se donner les moyens de ses ambitions. Elle a la chance aujourd'hui de pouvoir compter sur une université de plein exercice, une université dynamique, une université en mouvement, une université à taille humaine, et nous le cultivons. Une université à taille humaine propice à fournir un enseignement de qualité, oui, il ne faut pas l'oublier, c'est notre mission première, appuyée sur une activité de recherche de pointe et une attractivité à l'international souvent méconnue ou peu valorisée. Il est grand temps, disais-je, de s'approprier ces pépites et d'en faire des éléments constitutifs d'une politique ambitieuse au service du territoire et de ses habitants. Nous sommes prêts à cela. Nous sommes prêts, l'université est prête. Qu'en est-il de nos élus ou de ceux qui ambitionnent de l'être? Alors après Jean-Marc Pujol et Jean Codogniès mardi, nous allons ce soir pouvoir échanger avec 3 autres candidats à la mairie de Perpignan, ce soir. Je remercie tout d'abord chacun d'entre eux d'avoir accepté très rapidement notre invitation à ce débat. Je remercie également les enseignants-chercheurs qui se sont portés volontaires pour assurer le rôle parfois délicat de modérateur.
Je remercie également le journal L'Indépendant pour le partenariat proposé et mis en place. Frédéric Michalak, Julien Marion. Je remercie également les autres journalistes présents, bien sûr Véronique Coy, la lettre M, nos amis Nicolas Caudeville, de l'Archipel Contre-Attaque, et les autres. Et je remercie bien sûr notre service communication, le cabinet pour l'organisation, le service Platinium pour les appuis numériques au débat, et le public, étudiants, enseignants-chercheurs, enseignants, administratifs et techniques, ainsi que tous les citoyens qui se sont joints à nous ce soir, et vous êtes nombreux, je m'en félicite. Donc nous commençons donc ce soir par M. Louis Alliot, Front National, puis à 19h15, Clotilde Ripouille dans l'amphithéâtre 2, candidate sans étiquette, et à 20h30, donc dans ce même amphithéâtre, Jacques Cresta, Parti socialiste. Nous terminerons ces débats lundi prochain, donc avec les 2 derniers candidats qui se sont déclarés assez tardivement. Donc lundi prochain, à partir de 18h, Stéphanie Font, NPA, et 19h15, Axel Béliard du Parti de gauche. Donc place aux échanges, dans le calme, le respect des idées et des personnes, et dans la pure tradition du débat démocratique cher à la communauté universitaire et au peuple français. Merci. Chers amis. Bien, bonsoir. Donc s'ouvre cette première séance de l'université du PVD qui s'invite à la campagne. Dominique Deroux disait que la politique existe pour ceux qui n'en font pas. À l'université, nous ne faisons pas de politique et précisément, nous nous y intéressons. Et l'UPVD s'invite précisément parce qu'elle n'a pas été invitée. Donc effectivement, à l'université, il y a toujours ce côté mauvais garçon qui ressort. On s'invite alors même qu'on n'y est pas invité. Et pourquoi précisément l'université s'invite? Parce que, assez étonnamment, alors que la plupart du temps, le personnel politique local est formé à l'université, tandis que le personnel politique national, lui, est plutôt formé hors de l'université et connaît très très mal cet univers-là, il nous a semblé effectivement très intéressant de permettre aux candidats de faire part de leurs propositions pour ce monde très méconnu. Et j'ai encore vu dans l'Indépendant une illustration de cette méconnaissance-là. La fac perpignanaise, il n'y a pas de fac à Perpignan. Ici, on a l'habitude de faire cours, on a une université, et dans une université, on a plusieurs facultés. Au moins pour cet aspect-là, la soirée n'aura pas été perdue pour tout le monde. Bien. Donc, je vais, sans plus tarder, en ma qualité de modérateur, passer la parole à Louis Alliot, et essentiellement, mon rôle de modérateur sera celui d'un neurodateur. Il va donc commencer par présenter son programme pendant 5 minutes, puis ensuite, pendant une trentaine de minutes, il y aura des échanges entre donc, mon collègue Christophe Euzet, qui est un spécialiste de droit public, comme, si j'ose dire, nous trois, autour de cette chaire, et ensuite, Madame Frédéric Michalak, en sa qualité de journaliste, posera des questions et en même temps relaiera les interventions des personnes qui ne sont pas ici ou qui sont ici et qui tweetent, pardon. Pas facile à dire. Bien, et sans plus tarder, donc je passe la parole à Monsieur Louis Alliot. Mais écoutez, vous voudrez bien m'excuser pour la voix. Ça tombe ce soir, c'est comme ça. Je vous remercie d'être venu. Je remercie l'université d'avoir organisé cette rencontre à Perpignan pour évoquer les questions universitaires. Je vais me présenter rapidement. J'ai 44 ans, 2 enfants. Je suis originaire d'un petit village de l'autre côté du col du Puy-Morens qui s'appelle Ax-les-Thermes, d'une famille somme toute assez modeste. Mon père était plâtrier, ma mère était institutrice. L'un était ariégeois de souche, je ne vais pas dire presque catalan, mais on pourrait presque. L'autre était rapatrié d'Algérie. J'ai fait mes études à Toulouse, où j'ai obtenu mon doctorat de droit sous la direction du professeur Crouzatier, que peut-être M. Euzet connaît. Le président du jury de ma thèse n'était autre que l'ancien garde des Sceaux du général de Gaulle, Jean Foyer. Donc j'ai une formation universitaire, ça me fait plaisir de revenir un peu dans cette ambiance et dans cette manière de voir les choses. Peut-être vais-je vous surprendre, je ne pense pas que l'université soit totalement de la compétence d'une municipalité, d'une mairie, mais je pense en revanche que les maires ont tout intérêt à défendre
non seulement les universités ou l'université en ce qui concerne Perpignan, les valeurs de l'université, mais même, j'allais presque vous dire, l'existence de l'université. Et ça fera peut-être l'objet du débat, car ça fait longtemps que moi je m'intéresse à tout ce qui concerne la décentralisation en France. Et finalement, une université, qu'est-ce d'autre que la décentralisation de l'enseignement supérieur dans des villes ou dans des régions? Et je dois vous dire, peut-être vous inquiéter, mais cette existence est évidemment menacée. Et plus l'université est petite, à mon avis, et plus elle est menacée. Et j'en reviens aux principaux rapports, je pense, depuis déjà quelques années, qui tournent dans les ministères. Il avait été d'abord remis sur le bureau de Nicolas Sarkozy à la précédente mandature. Il a été à nouveau remis sur le bureau de François Hollande. C'est un rapport et des propositions qui ont été faites par un personnage médiatique passé dans tous les bureaux des chefs d'État depuis François Mitterrand. C'est évidemment le rapport Attali. J'espère qu'on en dira deux mots, parce que dans le rapport Attali, il est clairement exprimé le souhait d'une politique globale qui s'inscrit dans cette mondialisation sans limite aujourd'hui, qui est la disparition d'un certain nombre d'universités en France. Et de régler ce problème d'université, c'est sa 9e mesure, autour de 10 grands pôles d'enseignement supérieur et de recherche, et autour de 10 campus à l'américaine. C'est toujours cette fascination pour les États-Unis d'Amérique qui fait que, je pense, des universités comme celle de Perpignan, à moins de jouer sur des caractéristiques très propres, qui sont notamment le caractère transfrontalier de cette université, ou en tout cas de jouer là-dessus. Mais je pense qu'à terme, et ce n'est pas de gaieté de cœur que je le dis, on peut discuter des filières, de l'argent à mettre sur des universités, sur des projets, sur la vie étudiante. Mais le grand débat sur l'université de demain, il sera entre les tenants des universités à taille humaine. Et c'est vrai que le campus de Perpignan est assez chaleureux de ce côté-là. Moi qui viens de Toulouse, c'était évidemment beaucoup plus grand. Et puis la volonté d'un certain nombre de hiérarques, une élite en quelque sorte mondiale, qui, elle, pense que l'avenir de l'université française, eh bien, c'est 10 universités en France, 10 grands campus et rien d'autre. Et puis le reste, ça fera, j'allais dire, les mêmes dégâts qu'on a connus avec des services publics qui ont disparu, avec des régiments de l'armée qui ont disparu, et avec un certain nombre de services académiques ou même de services départementaux ou régionaux qui quittent les capitales départementales pour aller grossir les capitales régionales au risque d'une mégapolisation, évidemment, de nos régions. Mais c'est cohérent avec le schéma de l'Europe des régions, avec le schéma de l'Europe telle que la veulent aujourd'hui un certain nombre de tenants ultralibéraux de l'Europe. Mais moi, je suis évidemment prêt à en discuter avec vous. Voilà. Merci, Monsieur Alliot, pour cette présentation très générale, très macro, si j'ose dire. Alors, pour vous ramener peut-être à des choses un petit peu plus concrètes et un petit peu plus locales, vous l'avez souligné, nous avons le président l'a dit il y a un instant, nous avons une université qui est d'une taille très honorable et des résultats qui, dans les critères et dans les classements qui sont dressés régulièrement, font de nous une institution plus que respectable. Il n'en demeure pas moins que nous avons le sentiment, à certains égards, et à certains égards, je crois qu'il est très largement justifié, que nous sommes un petit peu à la marge de la ville dans laquelle nous vivons, avec une vie étudiante relativement moribonde, que d'ailleurs nos étudiants nous font souvent remarquer, une localisation de l'université dans la ville qui fait de nous, dans cet archipel qui est devenu Perpignan aujourd'hui, une sorte de verrue excentrée, isolée du reste de la municipalité, et des soucis en matière d'infrastructure et de transport qui ne cessent de nous préoccuper. Et on a le sentiment quelquefois que nous ne tirons pas le bénéfice mutuel que nous pourrions nous apporter, et la ville d'un côté et l'université de l'autre. L'université en apportant de la matière consommatrice, si j'ose dire, en ville, la ville tirant bénéfice de l'excellence lorsqu'elle existe de son université. Mais mes questions sont les suivantes. Il y a des projets récurrents dans cette université qui sont portés actuellement par l'équipe dirigeante, selon lesquels on pourrait imaginer, peut-être entrevoir, de recentrer une partie de l'activité de notre établissement dans le centre-ville. Alors ma première question est la suivante. Est-ce que vous envisageriez, si vous étiez élu,
à la municipalité de Perpignan de réintroduire une partie de l'université, peut-être sa faculté de droit, comme ça a été évoqué à plusieurs reprises, en centre-ville. Et de là, une deuxième question, intimement liée à la première, à partir du moment où nous créerions une antenne dans le centre de la ville pour le redynamiser et refaire vivre ces commerces dont tout le monde dit qu'ils meurent les uns après les autres, jour après jour, se poserait la question de l'établissement d'un corridor, d'un cordon entre l'université avec des moyens et le centre-ville, avec des moyens de transport adaptés à cette nouvelle réalité. Mes deux questions sont donc les suivantes. Portez-vous un projet de reconduite d'une partie de l'université en centre-ville? Porteriez-vous un projet structurant d'amélioration des moyens de transport de nature à permettre une fluidité plus grande de la circulation entre le centre-ville et l'université? Alors, sur la première question, évidemment, tous les décideurs locaux vous diront qu'ils souhaitent effectivement qu'une partie, en tout cas, de l'université, en l'occurrence la fac de droit, rejoigne le cœur de ville de Perpignan. J'ai vu que le maire de Perpignan avait fait le candidat maire de Perpignan avait fait une proposition sur la dalle Arago. Vous parliez de ville archipel, mais c'est une volonté politique. Je rappelle que toute la politique de Jean-Paul Alduy a été de vanter un peu cette ville archipel et au-delà de cet archipel, au sein d'ailleurs d'une région plus vaste. J'ai entendu parler, mais je pense que ce serait effectivement quelque chose de bien, de loger pas seulement la fondation, mais dans l'ancienne faculté de Perpignan. Ça, je crois que c'est un projet qui est beaucoup plus facilement réalisable que de créer des bâtiments sur la dalle Arago. Je pense que cette discussion ne peut pas s'exonérer de la discussion qui lui est liée, à mon avis, c'est le devenir du tribunal de Perpignan, qui a disparu de la campagne électorale, alors que, je répète, qu'il y a encore quelque temps, on nous promettait une cité judiciaire, évidemment, de l'autre côté de la gare, au centre du monde, et devant, il faut bien le dire, la résistance de la population. Beaucoup d'acteurs politiques sont un peu revenus en arrière. Mais comme depuis plus personne n'en parle, si vous voulez, et que le centre du monde est un désastre à la fois commercial commercial, je me demande s'il n'y a pas quand même l'idée de continuer à vouloir mettre la cité judiciaire de l'autre côté donc de la gare SNCF pour en faire une cité judiciaire et donc libérer ce palais de justice. Et effectivement, à ce moment-là, se poserait la question de savoir ce qu'on fera du palais de justice. Moi, je suis favorable, évidemment, à ce qu'on maintienne le palais de justice, à ce qu'il soit étendu dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie, puisque c'est le projet, à mon avis, tel qu'il est défendu par beaucoup aujourd'hui, et qu'on réfléchisse effectivement peut-être, puisqu'après tout nous sommes dans le cadre aussi avec la fac de droit d'une cité judiciaire, d'associer à cette cité judiciaire la fac de droit qui a une dimension humaine, modeste à Perpignan, mais qui serait, je pense, cohérente avec le projet global de cité judiciaire au cœur de Perpignan. Sur les transports et la fluidité des transports, et j'allais vous dire, c'est à la fois ce qui est, à mon avis, le plus facile à faire et qui a un coût, c'est toujours pareil, c'est la multiplication de bus, de minibus notamment, écologiques, puisque maintenant ça existe, électriques, avec des capacités restreintes, mais beaucoup mieux cadencées, en fonction évidemment des heures d'entrée et de sortie de l'université, en fonction des heures le soir aussi, parce qu'il y a des cours qui finissent, je crois, tard, et qui permettraient aux étudiants de rejoindre le cœur de ville et de pouvoir finalement participer à la vie de ce cœur de ville qui est en déshérence aujourd'hui. Mais encore une fois, nous sommes ici à Perpignan. C'est vrai, nous ne sommes pas au centre-ville, mais c'est Perpignan. Et il ne faut pas considérer le Moulin à Vent ou des territoires comme ça comme des territoires tellement éloignés. Ça fait partie de la ville, comme j'allais dire au Mirail, vous n'êtes pas loin de Toulouse et ailleurs. Nous sommes à Perpignan, donc faciliter... À 12 minutes du centre-ville en métro. Oui. À demi-heure ou 45 minutes du centre-ville, ici en bus. Vous remarquerez que c'est beaucoup plus loin quand même le Mirail du centre-ville. Là, aujourd'hui, c'est vrai que si vous réglez ce problème de bus, mais ça, je veux dire, il faut multiplier les bus, ça a un coût, peut-être y associer, puisque l'université maintenant est autonome, des partenaires, notamment des partenaires privés qui subventionneraient ou qui aideraient en quelque sorte ce transport étudiants, parce que, encore une fois, c'est vrai que le centre-ville aujourd'hui manque de
de l'atout d'une vie étudiante. Et ça peut être dans ce sens-là qu'on voit les choses. En tout cas, c'est notre volonté. Monsieur Alliot, vous dites que ça a un coût. Est-ce que vous l'avez évalué? Et qu'est-ce que vous faites du parc existant déjà? Vous rachetez encore des bus? Mais le parc des bus électriques, il n'existe pas encore beaucoup. Donc il faut effectivement le créer. Ça a sûrement un coût très important. Non, pour être tout à fait franc, je ne l'ai pas chiffré. Et c'est vrai que quand on voit la capacité financière de la ville et son endettement, ce serait une charge supplémentaire. Mais le fait aussi de laisser en déshérence le centre-ville de Perpignan est aussi une charge in fine de la commune. Et je pense que ce serait plutôt un investissement pour l'avenir. Et cet investissement, eh bien, il faut aller le chercher auprès de toutes les autres collectivités qui ont un intérêt aussi au développement universitaire, à l'État, parce que je pense, en tout cas moi je défends aussi les responsabilités de l'État dans ces matières-là, et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a carence. Voilà. Si j'ai bien compris, vous conditionnez l'installation d'une fac de droit à côté du tribunal si le tribunal est maintenu en centre-ville, sinon vous parlez de le ramener à l'ancienne université qui semble un peu étroite. Je vais vous dire, si vous croyez que la mairie va construire des bâtiments pour faire une université, qu'elle va les mettre à la disposition de l'université aujourd'hui sur la dalle Arago, avec un coût d'ailleurs qui lui non plus n'a pas été chiffré, je veux dire, on rêve. Parce que par exemple, un tribunal, c'est 50 millions d'euros. Je suppose que faire un bâtiment sur la dalle Arago universitaire, ça doit avoir un certain coût, un certain prix, que d'ailleurs le maire n'a pas souhaité. Donc je pense qu'en l'état des finances actuelles de la mairie, c'est impossible. Voilà. Donc il faut diversifier les financements pour aider les universités. L'université, elle est aujourd'hui autonome, et c'est avec l'université comme partenaire que nous pourrons aller chercher des investissements à la fois dans les collectivités, à la fois à l'État, à l'Europe, mais aussi, je pense, parce que je crois que l'université est aussi tournée vers le monde de l'entreprise, aussi des investissements dans des partenaires privés. Alors des chiffres, il va être également question pour cette deuxième question. Vous avez à la fois mis en avant vos origines populaires, vous avez à la fois mis en avant le fait que ce n'est pas nécessairement évident que pour une commune, il y ait des compétences en matière universitaire. En réalité, l'université est aujourd'hui l'un des aspects auxquels nous sommes tous attachés ici, à savoir à la fois une promotion sociale et ce qu'on appelle généralement la méritocratie républicaine. Mais cette méritocratie, elle a un coût. Or, il se trouve qu'il y a un nombre d'étudiants boursiers qui est assez important, au niveau d'un tiers. Ce que peu de gens savent, c'est qu'en général, la plupart des étudiants boursiers ne paient pas de droits d'inscription. Autrement dit, la situation financière de nos universités et de l'UPVD en particulier est délicate. Et dans cette situation délicate, elle est pour l'heure assez peu aidée par la ville de Perpignan, puisque la ville de Perpignan donne environ par an une subvention d'un total d'un montant général de 15 000, 16 000 euros, tandis que d'autres agglomérations, comme celle de Narbonne par exemple, donnent un montant qui est 10 fois plus élevé, alors que, évidemment, Narbonne est une agglomération nettement plus petite, 2 fois plus petite à peu près, que celle d'ici. Donc la question, elle est à la fois claire et triviale. Selon vous, quel serait le montant susceptible d'être versé annuellement par l'Université de Perpignan, par la communauté d'agglomération, à l'UPVD? Ça, c'est déjà autre chose, puisque la communauté d'agglo, par exemple, elle a envisagé, je crois, d'investir 100 millions sur le territoire. Je pense que dans ces 100 millions d'investissements de l'agglo aujourd'hui sur le territoire, on pourrait considérer qu'investir 1 million d'euros sur l'université de Perpignan ne serait pas quelque chose d'anachronique ou de scandaleux. Et à charge ensuite avec l'université de regarder évidemment où on met l'argent, parce qu'il y a les droits d'inscription, c'est une chose qui sont une charge pour les étudiants, mais aussi on peut imaginer des aides municipales que d'ailleurs je n'ai lu nulle part. C'est par exemple d'attribuer des bourses aux lauréats de tous les centres de recherche ou de toutes les filières, pour les premiers, des masters notamment, qui obtiennent les diplômes. Ça se fait ailleurs, ça ne se fait pas à Perpignan, mais je pense que c'est une proposition que la mairie à laquelle la mairie devrait s'atteler. Donc si vous étiez élu,
Et si vous entriez à l'agglo, vous donneriez 1 million par an à l'université. En tout cas, je défendrai ce projet, oui, de donner 1 million à l'université et de défendre cette bourse via les lauréats des masters des différentes filières de l'université de Perpignan. Bien, pour changer de registre, monsieur Alliot, on évoquait il y a un instant la difficulté à faire contribuer un certain nombre d'étudiants locaux qui, pour des raisons tout à fait compréhensibles, sont boursiers pour un nombre conséquent d'entre eux. Ça nous invite à essayer de faire venir des étudiants de l'extérieur. Ces étudiants de l'extérieur, ils sont de plus en plus nombreux, mais nous employons, comme l'a dit le président tout à l'heure, un joueur des coudes en fait, dans un milieu concurrentiel, difficile, âpre, compliqué, à essayer de les faire venir en déployant la qualité de nos formations et la qualité de nos conditions d'hébergement de ces étudiants. Il n'en demeure pas moins que cette activité, nous ne pouvons pas la mener tout seuls. Tout seuls, nous sommes perdus. Nous avons besoin d'une municipalité derrière nous qui nous soutienne, parce qu'il y a une raison simple à cela. Et on a des fois le sentiment que les changements récents de l'université n'ont pas été pris à leur juste mesure. L'étudiant, lorsqu'il est devant son ordinateur et qu'il cherche la destination qui va être la destination de sa ville universitaire, regarde non pas seulement les qualités intrinsèques de l'établissement qu'il peut être amené à fréquenter, mais l'offre globale que lui propose le tandem, on va dire, université-ville. Je veux dire par là que l'étudiant va regarder non seulement la qualité de l'établissement, mais aussi l'accueil qu'il va trouver dans la ville, l'accueil qu'il va trouver dans la vie de la ville en question, et la lisibilité de cette ville à travers sa communication, ainsi que son offre culturelle, son offre sportive. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Donc l'étudiant est amené à faire son choix en fonction de cela. Vous avez étudié à Toulouse, vous l'avez dit. Vous avez connu à l'Arsenal des galas, des festivals, des cérémonies d'ouverture, des cérémonies de clôture, des cérémonies de remise des diplômes attribués aux étudiants d'une façon ou d'une autre. Est-ce que vous seriez, si vous étiez élu à la mairie de Perpignan, le soutien inconditionnel de toutes ces activités, directement ou indirectement reliées à la fac, à son prestige et à son rayonnement ? Et je crois que de toute façon, pour une ville, d'associer son nom à une université, c'est toujours porteur. Donc la ville participe à tout ce que vous venez de dire. C'est vrai que les soirées de gala, je crois qu'elles n'existent pas ici. Mais c'était plutôt... c'est vrai que c'était souvent l'apanage des facultés de droit, ça, historiquement. Mais c'est vrai que ça n'existe pas. Ou la remise des diplômes. Mais je crois que vous avez commencé à le faire. Hein. Mais c'est vrai que et c'est là, d'ailleurs, où la mairie pourrait distribuer ses prix et ses bourses en fonction, évidemment, des diplômes et des filières. Sur l'attractivité, évidemment, il y a le logement et il y a la manière aussi pour les étudiants d'améliorer l'ordinaire, c'est en trouvant aussi des petits boulots, ce qu'ils font très souvent. Au-delà des bourses, on en connaît beaucoup qui fréquentent un certain nombre, soit dans la restauration rapide, soit de plus en plus maintenant dans l'aide aux personnes en difficulté, que ce soit chez les handicapés ou chez les personnes âgées. Il y a des projets aujourd'hui dans certaines villes, à mon avis, qui sont des projets à mettre en place, notamment des centres de... vous savez que la France est très en retard pour l'accompagnement du 3e et du 4e âge, ce qu'on appelle les seniors. Mais de plus en plus aussi, plutôt que de créer des immeubles ou des lotissements strictement à usage senior, dans certaines villes, on essaye de mélanger de la mixité, là pour le coup, entre les âges, mettre des étudiants avec des seniors, et ceci aidant évidemment les seniors à vivre leur retraite, à les aider dans la vie quotidienne. Il y a un aspect de solidarité, mais il y a aussi un aspect économique qui est assez important dans la mesure où effectivement ça peut être un revenu d'appoint pour certains étudiants et pour payer leurs études. Voilà le genre de projet que nous pourrions mettre en place, ou en tout cas initier, parce que souvent évidemment ce sont des réalisations purement privées. Aujourd'hui c'est résidence senior, et donc ce sont des partenariats qu'il faut chercher avec des entrepreneurs. Ça reste très, très marginal. Pour le logement, le logement, vous savez, le logement est un problème
à Perpignan. Beaucoup d'étudiants aujourd'hui habitent des quartiers difficiles, hein, beaucoup dans le centre-ville. Je pense Quel quartier difficile? À Saint-Mathieu, par exemple. Beaucoup d'étudiants habitent à Saint-Mathieu. Ça demande, là encore, toujours, mais je crois que c'est demandé par beaucoup de candidats, hein, une étroite coopération entre les propriétaires et les locataires pour que je pense que les propriétaires aient des logements décents à louer, hein, y compris évidemment à des étudiants. Et ça passe par une politique municipale de réhabilitation, de modernisation d'un certain nombre de choses. Le Moulin à Vent, j'allais dire, est un quartier préservé, mais de ce que je sais, c'est aussi un quartier où les loyers sont un peu chers par rapport à certains autres quartiers du centre-ville. Eh bien voilà, voilà des petites choses pour améliorer le quotidien des universitaires, des étudiants. Mais très honnêtement, c'est d'une compétence, j'allais dire, accessoire de la mairie. Le logement social est une compétence, certes, mais le logement étudiant, c'est encore autre chose. Bien, merci. Nous sommes donc dans une université, et la caractéristique de l'université, c'est pas faire simplement de l'enseignement, mais c'est aussi de faire de la recherche, et cette recherche, elle est dans certains secteurs à l'université très poussée. Dit autrement, notre université dispose de différents secteurs d'expertise. Il y a le solaire, évidemment, il y en a d'autres. Pensez-vous qu'il soit possible pour l'agglo ou pour la ville de Perpignan de faire appel à notre expertise, et si oui, dans quel cas et sous quelle forme? Je crois qu'en matière d'énergie renouvelable, effectivement, Perpignan, ce que d'ailleurs je vous signale, et c'est bien que l'université communique de plus en plus, peu de citoyens savent, et pas seulement à Perpignan, c'est valable aussi au niveau de la région et même au niveau du territoire national, donc ça mérite encore, j'allais presque dire, plus de communication. Nous avons évidemment la chance dans le département, hein, d'avoir du soleil et du vent, et c'est vrai que cette expertise peut être mise au service de la collectivité. Moi, je pense, par exemple, à tout ce qui a été fait, et de ce côté-là, je dois dire, je suis à 100% d'accord, vous avez trouvé ça surprenant avec ce qui a été fait, hein, et notamment sur tout le grand marché Saint-Charles, avec le photovoltaïque, puisque je crois que le Saint-Charles est pratiquement autonome en énergie. Et l'avenir, effectivement, pour des départements comme le nôtre, je pense, sera de l'énergie individuelle autonome, que ce soit de l'éolien ou du photovoltaïque. Ça reste un peu cher. Il y a le problème du monopole du marché de l'électricité avec EDF et ERDF, mais je pense que nous irons de plus en plus vers l'autonomie du particulier en matière énergétique. Je me suis rendu il n'y a pas de si longtemps que ça à Sals-le-Château, dans un mas qui était très loin de toute connexion d'électricité et qui est totalement autonome entre l'éolien et l'énergie solaire, ce qui tend à prouver quand même qu'il y a là matière non seulement à réfléchir, mais aussi à questionner, à poser des problématiques. Et je crois que l'Université de Perpignan, elle est pratiquement leader en la matière. Quelle forme pourrait prendre l'utilisation que vous feriez des expertises universitaires, de manière concrète? Je crois que l'université, elle pourrait être consultée dans un certain nombre de domaines, hein. Je pense à des bâtiments publics, je pense à des zones commerciales qui pourraient être équipées en photovoltaïque, par exemple, et puis je pense à justement cette recherche qui doit être encore approfondie pour rendre rentables de petites unités énergétiques pour les particuliers, parce que ça reste encore cher. De ce point de vue-là, je pense que l'université a son rôle à jouer. Et un peu sur le même type, est-ce que vous êtes pour l'implantation d'un cluster ici sur le site de l'université? Un incubateur d'entreprise? Oui, mais avec les financements qui y vont, c'est toujours pareil, la mairie ne va pas vous dire non. Je pense que tout ce qui apportera une richesse... C'est ça qui est bien avec les candidats, c'est qu'ils disent jamais non. Mais d'accord, mais c'est un peu le but du débat, parce que si on devait s'en tenir à un débat en droit... la mairie n'a aucune compétence universitaire. Donc, à la limite, le maire viendrait vous dire moi, je n'ai rien à voir avec l'université, adressez-vous d'abord à vous, puis ensuite à l'État ou à l'Europe. Alors, au-delà, est-ce que c'est la place, est-ce que l'université est la place idéale pour un incubateur d'entreprise? Oui, je pense que l'université est la place. Il faut aller chercher les financements, et je pense qu'une mairie
parce que c'est une richesse supplémentaire à la fois pour son image, mais aussi pour la croissance de son territoire, pour l'emploi, et quelque chose d'important sur le territoire de sa commune. Pardonnez-moi, mais je sais bien qu'on est en terre de rugby, mais ça fait plusieurs fois que vous bottez en touche sur cette question de compétences, en nous disant que... Non, je ne botte pas en touche, c'est la loi. La loi, justement, la loi du 27 janvier 2014, qui effectivement est assez récente, cette loi du 27 janvier 2014 reconnaît une compétence à la région et aux métropoles en matière de recherche. Et on sait très bien que le désengagement de l'État en matière universitaire entraîne nécessairement une compensation par le législateur qui délègue ces compétences-là en matière de recherche aux universités. Et vous me direz, on n'est pas une région. C'est vrai qu'on n'est pas une région, mais la région doit travailler en accord avec les collectivités territoriales qui la composent, et particulièrement pour la région Languedoc-Roussillon, il n'y a que 2 villes universitaires taille importante, à savoir évidemment Montpellier et nous. Donc, si vous voulez, la question des compétences, elle est déjà derrière nous. Les communes sont compétentes, les communautés d'agglomération sont compétentes et vont l'être en matière de recherche. Il n'y a pas effectivement indiqué universitaire, mais recherche. Et les incubateurs, les clusters, c'est de la recherche. Oui, et Louis Alliot, pardon, et Louis, vous êtes conseiller régional. Elles sont compétentes pour financer la recherche. Mais la recherche elle-même reste quand même de la compétence des chercheurs et de l'université. S'il ne faudrait pas qu'on donne aussi une compétence générale à des régions ou des mairies qui viennent mettre leur nez dans un certain nombre de choses, parce que ça peut aussi arriver. Et donc c'est vrai que vous me dites la loi est derrière nous. Mais enfin, moi je dois vous dire que nous avons combattu cette loi et que j'ai beaucoup d'amis chercheurs, enseignants, etc., qui ont toujours en travers cette loi sur les universités, considérant qu'il y a là une logique de rentabilité et que d'abord les promesses n'ont pas été tenues. Parce que la dotation de l'État, qui devait être d'une égale valeur dans le temps, on s'est aperçu qu'elle ne l'était pas, ce qui oblige évidemment certaines universités soit à augmenter leurs droits d'inscription, soit à tenter d'aller chercher de l'argent ailleurs, ce que moi je déplore, il faut bien le dire. Donc oui, c'est vrai, vous avez raison, les collectivités territoriales doivent se mettre, j'allais dire, à la hauteur de l'enjeu de la recherche, et Perpignan a tout intérêt à investir dans son université, ça me paraît évident. Mais je dis aussi que Perpignan est une ville pauvre, en très grande difficulté financière, et donc il faut être prudent dans les promesses qui pourraient être faites sur le campus de Perpignan, sur l'université de Perpignan, mais je dois dire sur la vie scolaire, la vie étudiante, l'université au centre-ville, les transports, le logement, effectivement la mairie peut améliorer les choses. Pauvre mais riche de son université. Je crois que c'est à peu près terminé, non ? Une dernière question. Monsieur Alliot, une dernière question pour revenir à des choses universitaires, à des problèmes très, très concrets qui nous préoccupent. Vous avez très justement remarqué que ici nous avions le soleil et le vent. Il y a aussi il y a la mer, il y a la neige un petit peu pas très loin avec des stations de ski et une université qui est toujours là. Il n'aura échappé à personne cette image et cette plaque qui est au mur. L'université se débat encore une fois, joue des coudes pour exister. Est-ce que si vous étiez élu à la mairie de Perpignan, vous assumeriez une campagne de communication d'envergure aux côtés de votre établissement, de l'établissement dans lequel vous êtes ce soir, affirmant et assumant pleinement le rôle de statut de ville universitaire pour la ville de Perpignan? Ah non, mais ça ne fait aucun doute. Je l'ai dit au départ dans mon intervention, Perpignan a intérêt à défendre et à faire la promotion de son université. Et moi, je regarde la communication de l'université de Perpignan depuis quelques années, qui est dynamique. Même le nom UPVD est quelque chose qu'on commence à entendre, on commence à s'habituer. J'ai même vu, vous savez que nous sommes tous des enfants de la télévision, l'autre jour, quand le Catalan Fourcade a eu sa médaille d'or, on a même vu à Font-Romeu ses amis qui fêtaient la médaille avec des t-shirts UPVD. Je ne l'ai pas manqué. Mais ça prouve qu'il y a une politique de communication. Vous proposez, venez étudier à Perpignan, à la télévision, une université d'excellence entre mer et montagne, c'est ça? Mais pourquoi pas, après tout, vous savez. Mais il y a une campagne de promotion à faire sur tous les atouts de notre région, en constatant quand même que sur le photovoltaïque, ça fait longtemps que la région a développé le département. Je pense que le ODIO, par exemple, je crois, à 40 ans, si mes souvenirs sont bons. Au-delà de ça, est-ce que vous seriez prêt à avoir un adjoint avec une délégation spéciale pour l'université ou un vice-président d'agglo spécialement dédié? Moi, je pense qu'il faut avoir un adjoint aux affaires scolaires et aux affaires universitaires. Voilà, je pense qu'il faut mettre l'éducation et l'université dans sa globalité et pas avoir un adjoint pour l'université, ce qui me paraît être, je crois, un peu trop pour une délégation
qui n'aura pas, à mon avis, une charge à plein temps. Merci. Bien, merci. Donc, c'est le temps des questions. Donc, ceux qui sont présents ici peuvent évidemment poser des questions intéressant, bien entendu, la campagne des municipales à Perpignan. En priorité des enseignants et des étudiants. Merci aux colistiers de rester discrets. Et la presse, bien sûr. Oui. Monsieur Codeville, oui. L'université de Perpignan est à côté de la frontière d'un pays qui sera peut-être indépendant bientôt. Est-ce que Louis Alliot est d'accord, sans être forcément catalaniste, attention, pour, concomitamment avec l'université de Perpignan, développer véritablement, puisque jusqu'à présent ça a été des discours, un travail de développement complémentaire sur l'activité transfrontalière avec la Catalogne? Vous connaissez, je crois, mes opinions sur sur les revendications indépendantistes catalanes. Mais en matière universitaire, c'est un peu aussi la marque de fabrique des universités, c'est aussi l'échange. Et bien souvent, les universités, dès le Moyen-Âge, ont échangé avec des homologues, je veux dire, dans l'Europe entière. Donc, effectivement, je pense que la relation privilégiée que nous avons avec la Catalogne espagnole, comme je l'appelle à côté, pourrait devenir effectivement une filière indépendante, une filière à exploiter. Mais la seule question que je me pose, c'est est-ce que nos amis catalans sont disposés à le faire et sont-ils intéressés par cela? Ça, je n'en sais rien. Donc oui. D'autres questions peut-être? Oui, monsieur. Allô? Ça marche. Le rêve de mes étudiants, c'est que justement on ne m'entende pas. Mais là, ce soir, on m'entendra. Messieurs, bonsoir. Je suis Thierry Eloi, maître de conférence de latin dans cette université qui porte d'ailleurs un nom latin, Via Domitia. Je suis donc, à plusieurs titres, autorisé à poser une question. Hier soir, à votre collègue concurrent, Monsieur Pujol, j'ai posé une question, enfin l'autre soir plutôt, à Monsieur Pujol, j'ai posé une question sur l'amont, c'est-à-dire avant, c'est-à-dire les bus, pour être encore plus clair. Hein. Et maintenant, je vais vous poser une question sur l'aval, c'est-à-dire sur après. Nos étudiants viennent, quand ils le peuvent, avec le bus 4 à l'université, quand ils roulent relativement bien, et pas trop tard. Hein. Ils réussissent d'excellentes études avec des formations de qualité scientifique extraordinaires, notamment en droit. Je crois que mes collègues qui sont assis à côté de vous ne diront pas le contraire. En lettres et sciences humaines, c'est pas mal non plus. Toujours est-il, Monsieur Alliot, l'écrasante majorité de nos étudiants, je dis bien l'écrasante majorité des étudiants, n'est pas en lettres, n'est pas en droit, n'est pas en catalan, n'est pas en sciences exactes. L'écrasante majorité de nos étudiants est en lettres et sciences humaines. 8 filières qui fournissent un contingent géant de cette université. En tant que futur, peut-être, maire de Perpignan, que voulez-vous faire pour l'insertion professionnelle à Perpignan de nos étudiants? Nos étudiants qui travaillent pour obtenir un diplôme de haute qualité et que je prépare pour leur insertion professionnelle, de préférence d'ailleurs dans notre belle ville catalane, entre la mer, le soleil et le vent et les sex shops. Oui, c'est d'ailleurs... C'est d'ailleurs... Oui, enfin, ça me fait penser d'ailleurs, je n'ai pas répondu totalement à notre ami sur le catalanisme, pour lui demander combien il y avait justement d'étudiants en catalan à l'université de Perpignan. Je crois que c'est... Dans la filière catalane, je crois que c'est... 180. Bon.
Sur les sciences humaines, c'est toujours pareil. Je crois que l'université aujourd'hui, elle est tournée vers le monde du travail, où elle devrait l'être. Encore faut-il qu'il y ait de l'emploi. Bon. Et c'est vrai que nous sommes une région d'abord, qui cumule beaucoup de handicaps, et une ville avec. Donc, j'allais presque vous dire, toujours pareil, la coopération avec le monde de l'entreprise, mais pas seulement. Et pour le reste, vous avez vu que nous sommes quand même dans une cure d'austérité draconienne, et que beaucoup de métiers qui sortent, je crois, de votre filière et qui sont soit destinés, je pense, à l'enseignement, etc., ne trouvent pas de débouchés parce que tout simplement, il n'y a pas de poste. Et donc là, si vous voulez, je serais un peu sec sur ma réponse. Tout dépend aussi de la politique qui est menée au niveau de l'État pour trouver des débouchés à ces filières. Mais je ne vois pas comment une mairie, même si elle doit s'intéresser évidemment à l'orientation de ses étudiants, au suivi des diplômés dans l'insertion professionnelle, comment elle pourrait favoriser plus une filière qu'une autre, et notamment dans votre domaine de compétences. Y a-t-il d'autres questions sur les langues mortes ou on passe à autre chose? Bien. Monsieur, oui, une question. Oui. Tout à l'heure, j'ai été abasourdi par la subvention à l'université, la subvention donc, municipale, je suppose, c'est la mairie. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un transfert des énormes subventions qu'on donne à des clubs professionnels? Voilà. Parce que, attendez, je suis un très grand amateur de rugby. Enfin, vraiment, je pense qu'on donne beaucoup trop et qu'on ne vous donne pas assez. Voilà, c'est tout. Mais le problème, vous avez dit des clubs professionnels, hein? Oui, d'accord. C'est une question épineuse. Parce que si vous dites à l'USAP, on arrête de financer l'USAP, je pense que vous avez la révolution à la loge. Mais c'est vrai que, toute proportion gardée, le sport a quand même une utilité, et ces clubs professionnels, c'est que ce sont quand même des vitrines. Je veux dire, sans l'USAP, c'est une partie de Perpignan, l'USAP, quand même, ou les Dragons. Pour le basket, ça semble plus compliqué. Même s'il va falloir aller mettre un peu plus d'argent dans un basket déficitaire. Mais ça, c'est une autre histoire. On en parlera, j'espère, pendant la campagne électorale. Je ne sais pas. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Je pense qu'il y a des gaspillages ailleurs, très honnêtement, et que ces crédits pourraient être utilement alloués à l'université. Je vais le donner, celui-là, parce que ça me fait plaisir de le donner. Subventionner ou acheter une œuvre d'art sur un rond-point, c'est-à-dire un cadran solaire de 30 mètres à 280 000 €. Je pense effectivement qu'on aurait pu mettre sur le rond-point un tas de cailloux, peut-être des palmiers, ça aurait coûté moins cher, et qu'on aurait pu allouer cet argent à l'université. Ça, je le crois, et il n'y a pas que cet exemple du cadran solaire sur un rond-point, il y en a beaucoup d'autres dans le secteur. Des étudiants peut-être, oui, monsieur. Bonjour. Alors moi, j'interviens en tant qu'étudiant averti de cette université pour avoir été 4 ans élu au conseil d'administration de l'université de Perpignan, que j'ai quitté pour continuer des études, on est toujours étudiant. Et j'avais plein de questions à vous poser, mais je vais cibler deux domaines. Le premier domaine, c'est les transports. Le transport, vous devez savoir que sur les transports, il y a des étudiants qui sont mobilisés voilà, quelques années, en 2007-2008. Et je crois qu'en 2007, on était aussi en campagne électorale. Sur cette période-là, pour justement sensibiliser les politiques de manière globale sur la problématique des transports, des bus, notamment après 20 heures. On a fait signer des pétitions, c'est simple, on a eu un record de pétitions. Très rapidement, même des étudiants qui se foutent un petit peu parfois de tout, ont signé cette pétition, justement parce qu'il y avait une vraie problématique de transport, avec une guéguerre, je le dis ici tranquillement, stupide entre la gauche et la droite, une guéguerre entre le Conseil général et la mairie de Perpignan, donc qui derrière nous a desservi à nous. J'ai entendu le maire de Perpignan nous dire que tout allait bien. J'ai essayé de suivre en lisant un petit peu les journaux, que tout allait bien au niveau de la politique des transports. Vous parliez de la place de l'usager. On est des usagers, on a essayé de sensibiliser sur la politique des transports sur Perpignan. Je sais, parce que je suis quelqu'un qui se renseigne aussi beaucoup, sur le PDU, plan de déplacement urbain, il y a des projets, parce qu'il y a d'autres étudiants dans d'autres générations qui ont sensibilisé sur cette problématique. Il y a des projets qui sont dans des cartons. On nous a dit oui, bon voilà, c'est un petit peu compliqué, vous savez, au niveau des finances, etc. Mais quand une problématique revient de génération en génération,
c'est qu'il faut vraiment se bouger un petit peu les fesses. Il y a beaucoup de politiques qui sont là, qui nous parlent tous les jours en nous disant oui, voilà, vous êtes ici dans un cadre d'élection municipale et c'est bien d'être venu. Moi, j'ose espérer qu'il y aura une réponse rapide face à ça. Alors, j'ai entendu le débat télévisé la dernière fois. Pour une réponse rapide, il faut quelle est votre poser question, une question ouais. rapide. Oui. La question, c'est quelle politique de transport concrète vous allez mettre en place pour les étudiants. L'autre aspect de ma question, c'est au niveau de la vie étudiante. On va commencer par celle-là. D'accord, je vous en prie. Merci. Je crois y avoir répondu. Hein. Non. Par la multiplication des lignes, le cadencement, la mise à disposition sur des horaires aménagés en fonction des entrées et des sorties de l'université, ça me paraît être quelque chose. Mais vous savez, ce qui me surprend le plus dans ce que vous êtes en train de dire, hein, et ce qui m'a le plus surpris dans le débat, c'est quand même le manque de discussion entre l'université et les collectivités ou la mairie. Parce que ce problème de transport, je suppose qu'il ne date pas, et ils viennent de le confirmer, il ne date pas d'hier ou d'avant-hier. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît très surprenant, effectivement. Et je pensais que ce sont des choses qui peuvent se régler, parce que mettre des bus après 8 heures, 2, 3 supplémentaires, à mon avis, ce n'est pas quand même quelque chose d'extraordinairement difficile au XXIe siècle. Sur le coup, peut-être les pistes cyclables, enfin, je ne sais pas si je complète votre question. Écoutez, les pistes cyclables, moi je regarde attentivement le nombre de vélos qui circulent à Perpignan sur les pistes cyclables et le nombre de Vélib qui sont sur leur parking. Et je pense qu'il y a un problème, là, je ne sais pas si les Perpignanais sont rétifs à la bicyclette, je n'en sais rien, mais ça ne me paraît pas être une demande d'une majorité de Perpignanais. Mais ça existe, il faut maintenir ce qu'il y a. Pour le reste, très honnêtement, je reste dubitatif sur la question. Excusez-moi. Et l'autre question qui est importante et qui va intéresser les étudiants ici, c'est sur la vie étudiante et la vie associative. Donc, vous savez que l'université aide beaucoup ses étudiants lorsqu'ils mènent des projets associatifs. Il y a un fonds qui est destiné aux associations étudiantes. Et ces étudiants, ces associations étudiantes, lorsqu'elles mènent un projet associatif, peu importe le projet, démarchent les collectivités locales pour avoir des subventions, Conseil général et mairie de Perpignan. Pour y avoir été quelques années dans cette université, souvent c'est porte close ou des financements vraiment minimes, voire inexistants. Donc qu'est-ce que vous ferez au niveau des subventions? Est-ce que vous aiderez un petit peu plus ces associations étudiantes et est-ce que vous les accompagnerez dans leurs projets? Ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Et pour votre gouverne, il y a un conseil d'administration aussi où normalement, il y a des représentants des collectivités locales, conseil général, conseil régional, à condition que ces gens se déplacent et viennent assister au conseil d'administration, tout simplement pour être au courant de ce qui se passe dans cette université, ce qui pour moi est un scandale. Voilà. Écoutez, sur le milieu associatif, je crois que la mairie de Perpignan, la dernière année, a augmenté ses subventions de 17%. Alors, elle semble ne pas s'être concentrée sur les associations d'étudiants, très certainement dans d'autres, à des usages beaucoup plus douteux. Ça, c'est mon opinion. Et je pense qu'on pourrait effectivement répartir ou faire un partage beaucoup plus démocratique, pour le coup, en fonction, évidemment, des orientations de la politique. Et le milieu étudiant, à partir du moment où l'université devient quelque chose d'important pour la ville, devrait être ou devrait bénéficier d'un surplus ou d'un petit plus par rapport à d'autres associations. Bien, d'autres questions d'étudiants éventuellement, de collègues ou de simples citoyens? Non. Bien, écoutez, merci. Merci à vous et bonne soirée. Et on se donne rendez-vous à 19h15 dans l'amphi 2.